Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble une figure vraiment marquante, assez singulière, de l'histoire moderne du Maroc. Hassan El-Youssi, c'était au XVIIe siècle. Oui, bonjour. Et c'est vrai qu'on le présente souvent comme un génie du Maroc de cette époque. C'est une étiquette fort intrigante. Absolument. Alors, pour notre discussion, on va s'appuyer sur différents travaux qui retracent sa vie, son œuvre aussi qui est considérable, et puis son influence. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer de saisir la complexité du personnage. Un homme qui arrive à allier une excellence intellectuelle assez rare et en même temps un engagement très fort dans son époque, dans sa culture. Ce qui est frappant d'emblée, c'est qu'il incarne comme une rupture, on dirait, une façon nouvelle d'aborder le savoir. Oui, Et puis surtout, il vient pas des centres urbains classiques, Fès par exemple. Il vient de ce qu'on pourrait appeler la marge, le monde rural. tout à fait. Et ça, c'est vraiment fondamental pour le comprendre, je crois. Ses origines, elles sont très éclairantes. Hassan al-Youssi, il naît en 1631 dans le Moyen Atlas. Mhm. Dans la tribu, Aït Youssi, c'est une région entre Sefrou et Boulman. Il vient d'une famille, bon, plutôt pauvre. Il l'est très même, mais très pieux. D'accord. Et il perd sa mère assez jeune. Et on pense que cette perte, ça a pu l'orienter vers la quête de savoir, un peu comme un refuge spirituel. Et son parcours de formation alors, en quoi il est différent des parcours habituels à cette époque? Il est justement assez atypique. Après la base, l'éducation coranique qu'il reçoit comme beaucoup, il montre très tôt un penchant pour la piété, pour le soufisme. Oui, Mais au lieu de viser tout de suite Fès, qui est le grand centre intellectuel, eh bien il choisit de voyager. Longtemps, surtout dans le sud rural, du côté de Marrakech, Tamégrout. ah oui. Donc en fait, toute sa première formation, elle se déroule dans la Badia, comme on dit. Le monde rural, loin des grandes institutions des villes. C'est seulement après ça qu'il rejoint la fameuse Zaouïa d'Ilaïa. C'était quoi exactement cette Zaouïa? Oui, il va y passer presque 20 ans. Alors une zaouïa, à cette période, c'est un peu un centre religieux éducatif, souvent lié à une confrérie soufie. Ça joue un rôle énorme dans la vie spirituelle, intellectuelle aussi. D'accord. Et Adila, El Youssi, il devient quelqu'un d'important, une figure éminente, reconnu comme étudiant, mais aussi comme enseignant. Hmm. Et il y reste jusqu'en 1668. C'est la date où le nouveau sultan, Moulay Rachid, décide de dissoudre la Zaouïa. Elle était devenue politiquement un peu trop influente. Et qu'est-ce qui lui arrive à Al-Youssi après cette dissolution? Eh bien, c'est Moulay Rachid lui-même qui l'envoie enseigner à Fès. Une décision, bon, que certains voient comme une sorte d'exil honorable ou une mission un peu contrôlée. On l'a parlé de taglib. Tagrib. Oui, c'était peut-être une façon pour le sultan de garder cet esprit brillant, mais aussi indépendant, sous surveillance, tout en utilisant son prestige à Fès, la capitale intellectuelle. Et est-ce qu'il s'adapte bien à la vie à Fès? Pas vraiment, semble-t-il. C'était difficile. Après un certain temps, il obtient l'autorisation de partir. Il va fonder sa propre zaouïa, près de Kénifra. Et là, il attire beaucoup de disciples. D'accord. 5 ou 6 ans environ à la mosquée des shérifs. Mais le pouvoir finit toujours par le rappeler à Fès. Hmm. Sa dernière grande fonction officielle, ce sera de diriger la délégation marocaine pour le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, en 1691. Et il meurt juste après ce pèlerinage. Il y a même une sorte d'ombre, non, sur les circonstances de sa mort, hein. Oui, effectivement. Il meurt en 1691, très peu de temps après son retour. Et il y a un manuscrit ancien, le Nasher al-Massani, d'un chroniqueur al-Qadiri, Oui, qui évoque la possibilité d'un assassinat. Bon, étant donné ses prises de position très audacieuses, ses critiques parfois assez virulentes, forcément. il s'était fait des ennemis puissants, c'est sûr. Alors l'hypothèse, elle n'est pas prouvée, hein, mais elle n'est pas complètement folle non plus. Ça montre bien la dimension un peu dangereuse de son engagement. Justement, parlons de sa pensée. Qu'est-ce qui le rendait si unique et parfois si dérangeant? On le décrit comme un homme de raison. Ça veut dire quoi dans ce contexte du Maroc du XVIIe siècle? Ça veut dire qu'il mettait l'âcle, la raison, l'intellect, vraiment au premier plan, comme l'outil essentiel. Pas seulement pour connaître, mais aussi pour agir, pour bien agir. D'accord. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il s'attaque de front à ce qu'il voit comme les maladies intellectuelles de son temps, c'est-à-dire l'apprentissage par cœur, mécanique, le hifz, Mhm. et la simple répétition des savoirs anciens, l'ishtirar. Ah oui, l'ishtirar. Voilà. Pour lui, ça menait à une banalisation du savoir, une dévalorisation de la vraie compréhension. Il militait pour une approche basée sur l'analyse critique, la réflexion personnelle,
profonde. Donc, il ne voulait pas juste changer la méthode, mais aussi l'accès au savoir. Hmm. Élargir cet accès. C'est un point capital, oui. Il était absolument contre l'idée que le savoir soit l'affaire d'une élite seulement. Il considérait l'ignorance comme un vrai fléau, pour la nation, pour la communauté. Carrément. Et il pensait que combattre l'ignorance, c'était une priorité. Il était tellement convaincu qu'il a eu l'audace incroyable de dire au sultan Moulay Ismaël, le successeur de Moulay Rachid, Oui. que chercher et diffuser le savoir, c'était une forme de djihad, une lutte sacrée, et que c'était le devoir de l'État, du Maksen, de créer les conditions pour ça. C'est impressionnant. Et cet ancrage rural dont on parlait, cette culture de la Badia, comment ça a pu jouer dans sa vision des choses? C'est très présent chez lui, cet attachement à ses origines, dans ses écrits, dans sa façon de voir le monde. On raconte par exemple son étonnement, très sincère, quand il découvre qu'en ville, il faut acheter de l'eau. Ah oui, anecdote parlante. Voilà. Et Jacques Berck, l'orientaliste qui a beaucoup travaillé sur Eliussi, il suggère que cette culture bédouine, ça lui a donné une perspective moins conventionnelle, peut-être plus directe, moins encombrée par les formalismes des cercles urbains. Hmm. Berck pense que c'est ce mélange entre cette culture d'origine et puis une force de caractère assez exceptionnelle qui explique une bonne partie de son originalité, de sa liberté de ton. Et cette liberté, elle se manifestait aussi par un certain courage face au pouvoir, face aux institutions. Oui, sans aucun doute. Son parcours est plein d'exemples qui montrent son intégrité, son audace. Il a refusé par exemple les postes de cadi, donc juge, et de moufti. Des postes très prestigieux pourtant. Très prestigieux, oui, que Moulay Rachid lui avait offert. Il tenait à son indépendance, et cette indépendance d'esprit, ça lui a valu des inimitiés, y compris parmi ses collègues enseignants à Fès. Ah oui. Hmm. Au point qu'il a fini par demander au sultan l'autorisation de retourner dans sa campagne, pour échapper un peu à ces tensions, quoi. Et cette indépendance, ça l'amenait aussi à critiquer la tradition elle-même. Absolument. Il était très critique envers le taqlid, c'est-à-dire l'imitation aveugle, non critique, de la tradition ou des autorités du passé. D'accord. Il y voyait la source de plein de dérives, la superstition, le charlatanisme. Hmm. Il a d'ailleurs dénoncé publiquement une secte de son époque, les Akaktsa. Il a même demandé aux Marzen d'intervenir contre eux. Il était persuadé que c'était par cette attitude de suivi passif que la décadence s'installait. Sa relation avec le pouvoir, elle a dû évoluer, j'imagine. Surtout avec Moulay Ismaïl. Comment on peut décrire ça? Alors avec Moulay Rachid, malgré des frictions, la dissolution de Dila, son refus des postes, il semble y avoir eu une forme de respect mutuel. D'accord. Avec son successeur, Moulay Ismaïl, dont le règne a été très long et très autoritaire, c'est plus complexe, plus tendu. C'est marqué par une critique assez claire de la part d'Eliussi, même si elle est formulée avec beaucoup d'habileté. On pense à ces fameuses lettres au sultan. C'était quoi exactement alors? Alors oui, il y a cette correspondance directe, ce qui est déjà pas banal, mais le plus incroyable, c'est qu'après, Eliussi n'a pas hésité à rendre ses lettres publiques. Ah, carrément. Oui, c'est d'une audace folle pour l'époque. La plus connue, c'est sans doute la petite lettre à Risala al-Sogra. Dedans, il critique ouvertement certains aspects de la politique de Moulay Ismaïl. Des sujets très sensibles, la fiscalité, la djibaya, la façon de mener le djihad, l'administration de la justice. Et il y a une grande lettre aussi? Oui, où il répondait au sultan qui lui reprochait un peu de rester à la campagne plutôt que d'être dans les villes. Il y a une phrase très forte qui est restée où il rappelle au sultan leurs conditions communes devant Dieu. Ah oui, ce passage est célèbre. Ça illustre parfaitement sa posture. Il écrit quelque chose comme que notre Seigneur sache que la terre appartient à Dieu seul, et que les gens sont tous serviteurs de Dieu, et Sidi le sultan est l'un de ses serviteurs. » C'est très direct. Extrêmement direct. C'est une façon de rappeler au souverain les limites de son pouvoir, son devoir de justice, de miséricorde, et l'égalité fondamentale de tous devant le Créateur. Mais alors, comment un souverain comme Moulay Ismaël, qu'on décrit comme ayant une poigne de fer, a pu tolérer ça? Une critique aussi frontale, même si elle est respectueuse dans la forme? Eh bien, c'est là toute la subtilité, l'intelligence politique d'Eliussi. Sa stratégie était vraiment remarquable. Critiquer sur le fond, oui, mais toujours dans un langage qui respecte le statut du souverain. D'accord. Et surtout, il faisait bien attention à reconnaître la légitimité de Moulay Ismaïl basée sur l'allégeance, la beya. Il ne se positionnait pas en l'opposant qui conteste le pouvoir sur le plan juridique, le fiqh, Non, plutôt. plutôt en conseiller loyal, le nouch, qui donne un avis éclairé pour le bien de tous, y compris du sultan. L'intellectuel marocain, Abbas al-Jarari, dit que cette approche est géniale. Et puis, il faut ajouter à ça le prestige immense d'Eliussi. Moral, intellectuel,
Ça lui donnait une autorité difficile à balayer. D'ailleurs, Eliussi lui-même, il pensait que si les savants étaient trop proches des rois, ça risquait de corrompre leurs paroles. C'est logique, cette richesse intellectuelle, on la retrouve bien sûr dans ses écrits. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur son œuvre? Ah oui, c'était un auteur incroyablement prolifique. Il a touché à tout. Littérature, poésie, prose, exégèse du Coran, sciences coraniques, soufisme, mais aussi jurisprudence, fiqh, théologie, kalam et même la logique, mantik. Une œuvre très vaste. Très vaste. Et ce qui frappe, c'est le caractère très analytique, très original de ces textes. Il ne se contente pas d'accumuler les citations d'auteurs précédents, ce qui était courant. Non, il construit sa propre argumentation basée sur sa réflexion critique. Ce n'est pas forcément facile à lire alors. Pas toujours, non. Ça demande un effort au lecteur. D'ailleurs, parfois, il interpelle directement le lecteur. Si tu comprends bien, si tu possèdes la science nécessaire. Quels sont les livres qui sont vraiment emblématiques de sa pensée? On retient souvent deux œuvres majeures. D'abord, Al-Muhaddarat. On pourrait traduire par les entretiens, les discours. Oui. C'est un livre très riche qui mélange des récits autobiographiques. Il raconte ses expériences parfois difficiles à Fès et des réflexions très profondes sur les problèmes de son temps, intellectuels, sociaux, politiques. C'est un peu un miroir de l'époque et en même temps l'exposé de sa pensée critique. Le style est souvent subtil, dense. Et l'autre grande œuvre, Al-Qanoun? Jacques Berck disait que c'était une encyclopédie du Maroc au XVIIe siècle. C'est une image très juste, oui. Al-Qanoun fi ahkam al-hilm wa ahkam al-alim wa ahkam al-ta'allum. C'est un titre un peu long. La règle concernant les statuts de la science, du savant et de l'apprentissage. En effet. C'est un livre fondamental où il passe en revue les sciences de son temps, mais surtout il critique les méthodes d'enseignement. Il réaffirme avec force la supériorité de la compréhension, de la pensée critique, l'aql, sur le savoir juste mémorisé, mahfouz, ou transmis passivement, mankoul. C'est un vrai manifeste pour la raison, en somme. Exactement, un plaidoyer pour une réforme intellectuelle basée sur la raison. On peut aussi citer Al-Farasa, le catalogue, qui est plus autobiographique, spirituel, mais qui révèle aussi sa démarche critique. Quel a été son impact finalement? Son héritage? Comment on le voyait à son époque et comment on le voit aujourd'hui? Déjà de son vivant, il était très admiré. Il y a un érudit contemporain, Salim Al-Ayashi, qui aurait dit que rencontrer Eliussi lui avait fait regretter de ne pas avoir connu Hassan al-Basri. Une figure immense des débuts de l'islam. Exactement. C'est dire le prestige. Ce qui le distingue vraiment, c'est cette confiance qu'il affiche dans sa propre capacité intellectuelle, sa raison, son discernement. Contrairement à cette dépendance quasi totale envers la transmission, le mankoul, et la mémorisation, le mahfouz, qui dominait quand même largement. Donc, il incarnerait une sorte de courant alternatif venu de cette marge rurale? C'est tout à fait l'interprétation de beaucoup de spécialistes, oui. Il est vu comme le symbole d'un renouveau intellectuel qui vient de la périphérie, du Maroc rural, des Zaouïas de montagne, et qui vient bousculer un peu la culture urbaine, surtout celle de Fès. Qui était jugé un peu sclérosé. Voilà, un peu sclérosé, peut-être trop absorbé par des détails de jurisprudence, de fiqh, et qui manquait parfois de créativité. Il représente ce dynamisme des marges face à une certaine stagnation du centre. On raconte qu'à Fès, à l'époque, des petites querelles sur des points de théologie mineure pouvaient prendre des proportions énormes, finir devant les tribunaux. C'est assez parlant. Jacques Berck fait même une comparaison avec l'Europe de l'époque. Oui, Berck avance une idée assez audacieuse. Il dit que la critique d'Eliussi envers un roi aussi puissant que Moulay Ismaïl, tout en cherchant le dialogue, était peut-être plus directe et visait un équilibre plus affirmé entre le religieux et le politique que ce qu'on voyait en Europe au même moment, face à des rois absolus comme Louis XIV, par exemple. On pourrait dire qu'il était en avance sur son temps, sur pas mal de points. Certainement, ses idées sur la responsabilité de l'État, dans l'éducation, la promotion d'un savoir critique, ses critiques sociales aussi, son insistance sur l'égalité fondamentale, ça résonne avec les débats sur le statut de certains groupes comme les Haratines. Oui. Et surtout ce plaidoyer constant pour la raison, l'aql. Tout ça, ça annonce des débats, des préoccupations qui vont prendre beaucoup plus d'ampleur bien plus tard. C'est important aussi, comme vous le disiez, de nuancer l'image qu'on a de cette époque de Moulay Ismaïl. On la réduit souvent à un règne autoritaire, guerrier. Tout à fait. C'est essentiel. Cette période, oui, elle est marquée par la dureté du pouvoir, par des conflits, c'est vrai. Mais ça a aussi été un moment d'intense activité intellectuelle. Eliussi en est la preuve éclatante. Et pas seulement intellectuel. Non, il y a eu aussi d'importantes réalisations architecturales, des développements économiques, une organisation politique, militaire, qui a vraiment structuré le pays durablement.
C'est une époque fondatrice pour le Maroc alaouite moderne. Même si elle porte en elle des problèmes futurs. Oui, elle contient aussi les germes d'un certain déclin qui va éclater après la mort du sultan, avec cette terrible crise de succession qui va durer près de 30 ans et dévaster le pays. Alors si on devait résumer, synthétiser ce qui fait la singularité et l'importance durable d'Hassan al-Yussi, qu'est-ce qu'on retiendrait? Je dirais que sa singularité, c'est cette alliance assez rare, un intellectuel ancré dans le soufisme, mais en même temps un champion de la raison critique. Un homme venu du monde rural, qui dialogue d'égal à égal avec l'élite et le pouvoir. Courageux et diplomate à la fois. Qui allie un courage critique exceptionnel et une finesse diplomatique indéniable. Il a osé défier les normes intellectuelles, critiquer le pouvoir au nom d'une foi éclairée et de la raison. Il incarne vraiment ce potentiel de renouveau qui peut venir des marges quand le centre est un peu fatigué. Et pour conclure, qu'est-ce que la redécouverte de son parcours, de sa pensée, peut nous apporter, à nous aujourd'hui? Son histoire nous fait réfléchir sur des thèmes qui sont toujours d'actualité, non? La valeur de la pensée critique face aux dogmes, aux traditions aveugles, la relation compliquée, souvent tendue entre le savoir et le pouvoir, l'importance aussi de reconnaître les contributions intellectuelles qui naissent en dehors des centres établis. Les dilemmes qu'il a vécus, ses combats pour la raison, contre l'ignorance, ça a une résonance étonnamment pertinente pour notre propre époque, je trouve. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour prolonger la réflexion. Quand on pense à cette insistance d'El-Yussi sur la raison, le laql, comme rempart contre l'imitation aveugle, le taqlid, et sa dénonciation de l'ignorance comme un grand mal social, Oui. qu'est-ce que sa perspective, depuis le XVIIe siècle, nous apprend sur nos défis actuels? Je pense à la surcharge d'infos, à la désinformation, à ce besoin constant de discernement. Quelle actualité peut avoir son appel à la responsabilité de l'État, non seulement pour diffuser le savoir, mais pour promouvoir un savoir critique? C'est une question qui reste ouverte, n'est-ce pas?